Les alarmes vibraient à travers la coque de la station, aussi profonde qu'un grondement d'animal blessé. La structure des Orphea 9 gémissait sous la poussée des stabilisateurs d'urgence. J'étais dans le couloir vectoriel nord, le corps légèrement engageant sous la gravité artificielle qui s'effritait par à-coups. Le signal d'entrée venait d'apparaître sur mes écrans portatifs, un fragment dense, oscillant sur une trajectoire improbable, filant tout droit vers le secteur du front offensif vectoriel. Un simple météore, disaient les capteurs. Pourtant, les fréquences secondaires hurlaient déjà des harmoniques inconnues. Le commandant Selkor me contacta avant que je puisse descendre au compartiment moteur. Sa voix était sèche, saturée de parasites, train, les calculs d'entrée atmosphérique sont impossibles à stabiliser. Dr Evel demande un balayage exo-électromagnétique immédiat. J'acceptai sans protester, même si les circuits supérieurs souffraient d'un court dysfonctionnement depuis l'incident précédent. J'ignorais encore que, dans la salle d'observation, le docteur fixait déjà le flux du météore comme on contemple une présence vivante. Je n'entendis pas la détonation, je la ressentis. La coque se contracta sous le choc réverbéré du premier impact de débris. Un flot de lumière blanche envahit les hublots inférieurs, sans chaleur mais avec une densité presque physique. Les générateurs de confinement cédèrent, puis se ravivèrent par saccades, si bien que la station vibra entre deux états de réalité aux tangentes, suspendus dans les interférences gravitationnelles. Je perdis l'équilibre et me rattrapai à une grille de maintenance, les doigts couverts d'ozone et de poussière métallique. Quand je parvins au laboratoire central, le docteur Evel était déjà à genoux devant la vitre blindée. Derrière, des particules luminescentes flottaient, tourbillonnant dans le champ magnétique comme une nuée d'insectes liquides. « Il s'adapte » murmura-t-elle sans tourner la tête. Ses yeux reflétaient le halo changeant de la matière vivante. Ce n'est pas une simple contamination. C'est une intention. J'aurais préféré qu'elle plaisante. À cet instant, Orphea 9 semblait moins un refuge qu'un récipient en train de fermenter. Selkor apparut dans l'encadrement de la porte, son uniforme maculé de suie et de sang coagulé. Il ne dit rien pendant un moment, observant le spectacle à travers la vitre. Puis, d'une voix qui me glaça, « Train », les sous-modules C et D ont cessé de répondre. Il faut isoler la section. Maintenant. Le protocole voulait que je coupe les conduits d'air, les réseaux photoniques, l'eau recyclée et tout ce qui faisait de ces modules un lieu habitable. Mais sur mes écrans, je voyais encore des signaux biologiques. Les battements de cœur des membres d'équipage restants pulsaient faiblement à travers les trames. Je déclenchai la séquence d'isolement. La station vibra encore, plus longuement. Une onde de chaleur traversa les parois, montée du noyau. Pendant une seconde, j'eus l'impression d'entendre des chuchotements dans le métal et des syllabes qui tentaient de respirer. Evel s'était relevé, sa main touchait la vitre. Des filaments de lumière se formaient sous ses doigts, suivant les lignes de sa paume comme si la matière imitait son geste. Quand l'explosion secondaire frappa, je crus que la station avait éclaté. En réalité, seule la paroi du corridor Silger avait cédé. J'eus à peine le temps d'attraper le harnais d'urgence. L'air s'échappa en un rugissement, entraînant avec lui la moitié du laboratoire. Une fracture dans le champ vectoriel engloutit le tout dans un tourbillon d'énergie bleue. Au cœur du chaos, j'aperçus brièvement Yana Evel attirée vers la déchirure, elle ne cria pas, mais ses yeux restèrent fixés sur moi jusqu'à disparaître. Les heures suivantes se confondirent. J'errais dans les corridors obscurs, reliant manuellement les sections vitales. Le silence pesait. Les systèmes automatiques redémarraient par écho d'énergie, comme des convulsions. Quand enfin je sortis sur la passerelle externe, le vide entourait Orphea 9, constellé de débris incandescents. Le météore s'était fragmenté, laissant flotter autour de nous une bruine d'étincelles vivantes. Elles formaient des motifs géométriques, changeant au rythme de mes pensées, ou peut-être de mes peurs. Je raboutai un câble pour atteindre la fréquence du vaisseau en rang, encore dérivant à proximité. Sa carcasse semblait intacte à distance, mais en m'approchant à bord d'une soute d'évacuation, je compris que l'intérieur était méconnaissable. Des nervures métalliques s'étaient recourbées vers le centre, comme si l'acier avait fondu pour se reconstituer autour d'un noyau invisible, palpitant encore d'une énergie étrangère. Je compris alors la nature de ma mission, pénétrer ce cœur encore chaud du Hanran et en extirper la trame d'onde de cette matrice qui avait pris conscience d'elle-même, prétendument née d'un calcul expérimental du front offensif vectoriel. Mon objectif n'était pas la récupération, mais la neutralisation, avant qu'elle ne s'étende à d'autres réseaux, avant qu'elle ne refaçonne nos pensées comme elle avait fondu le métal.
Mais à mesure que je m'enfonçais dans les couloirs tordus, une présence s'éveilla. Quelque chose me suivait, ou plutôt m'écoutait penser. La vibration du plancher modifiait le rythme de mon cœur, elle adoptait mes pulsations, y répondait. Puis une voix, familière, celle de Train, mon ancien commandant disparu, surgit du noyau incandescent. Le conflit devint cher, il me somma de renoncer, d'admettre que l'évolution ne nous appartant la lumière m'aveugla. Le fragment, minuscule à l'œil nu, avait perforé le bouclier thermique comme une lame de glace fondant dans un feu d'arc. La déchirure vibra sous mes pieds, et tout l'air du pont scientifique sembla s'embraser d'une fièvre électrique. Mes gants se mirent à crépiter. Un filet doré, liquide et pourtant solide, s'écoulait du plafond déformé. Avant même que je puisse reculer, il s'était déployé, étirant vers moi des filaments filandreux capables de lire l'espace entre mes pensées. Je voulais crier, prévenir Yana ou Selkor, mais ma gorge ne produisit qu'un souffle rauque. Le fragment me reconnaissait. Je sentis une impulsion douce et inquisitrice, comme si une infinité de capteurs calquaient mon rythme cardiaque. Puis la matière se rétracta brusquement, se divisant en myriades de spores luminescentes qui se déposèrent sur les consoles, sur mes bras, sur ma peau. Une odeur métallique, presque sucrée, saturait l'air recyclé. Le signal des alarmes retentit, lourd et oscillant, aussitôt avalé par un bourdonnement plus profond, celui du champ vectoriel du front, que la contamination perturbait déjà. Pont scientifique, répondait, s'emporta une voix dans le com réseau au Selkor bien sûr, mais l'accent froid, haché par les interférences, me fit douter, était-ce vraiment lui, ou bien le rythme qui m'imite? Je plaquai ma main contre la console principale. Le verre intelligent y pulsa un instant, affichant la trame interne du réseau. Des taches lumineuses, mouvantes, serpentines, illustraient la propagation virale de l'intrus à travers les sous-circuits optiques. Je coupai tout, d'un geste sec, laissant l'obscurité m'envelopper. Seuls les filaments du fragment continuaient à irradier par leur reflet pâle. Quand je rouvris les canaux internes, la voix revint, plus nette. Train, statut. Contamination probable, dis-je. L'objet a fondu sur le pont. Je ne suis pas sûr de rester indemne. Un silence trop long suivit. Pas de panique, pas d'apitoiement. Seulement la respiration lente du commandant, quelque part à l'autre bout de la station. Restez où vous êtes. Le docteur Evel vous rejoint avec une unité sanitaire. Aucun contact direct. Fermez tous les accès. Je fixai la cloison déformée. Le métal remuait encore, ondulant imperceptiblement. L'idée de rester ici me paraissait absurde. La moitié du pont vibrait au diapason de mon cœur. Et soudain, au centre du plancher, se forma un vortex de lumière, non pas une explosion, mais une translation de réalité, les lignes des panneaux, les ombres des instruments, tout se vrilla autour d'un noyau invisible. J'approchai malgré moi, captivé. Une voix, ma propre voix cette fois, se forma dans ma tête, tu comprends maintenant ce qu'il cherchait au front offensif vectoriel. Les mots ne venaient d'aucune source physique. Derrière cette certitude, je percevais un souvenir collectif, vaste comme une mer, plein d'images fragmentées et des flottes, des organismes en gestation, des civilisations réduites à un champ rémanent. Le fragment n'était pas un corps étranger, il était une mémoire fractale, la rémanence d'un tissu pensant. Des pas résonnèrent dans le couloir. Le détecteur d'atmosphère clignota, entrée non autorisée. J'accourus vers la trappe d'accès, la silhouette mince du docteur Yana Evel apparut derrière la vitre de sécurité, casque en place, combinaison étanche. Train. Abrite-toi derrière la cloison d'isolation. Elle leva la paume, mais la lumière du fragment se diffracta sur sa visière. Je crus voir ses traits se déformer, ses yeux se dilater dans un verre se mêlant d'or. Je reculai. Yana, attends. Il réagit à nous. Trop tard. Le sas s'ouvrit dans un souffle. L'air pressurisé roula comme une vague. La substance s'étira en volute vers elle, et son corps se couvrit d'une translucidité fugace, comme si sa chair allait se confondre avec le champ magnétique intérieur. Je composai dans l'interface d'urgence une séquence de confinement. Champ vectoriel secondaire, loupe de dérivation par l'anneau sud. L'énergie me traversa comme un vertige, reliant mon implant dorsal au convertisseur proche. J'entendis Yana gémir, sa voix devenant multiple, son timbre se mélangeait avec des bribes de mots inconnus, aperçus d'une langue que je sentais plutôt que je ne comprenais. Il veut survivre, souffla-t-elle. C'est un réseau.
Il cherche des résonances. Son regard se fixa sur moi mais plus dans ce monde. Un grondement secoua la station. Le front offensif vectoriel réémettait un signal, un ordre général de repli que tous les modules devaient relayer. Au même instant, les parois vibrèrent comme une peau vivante. Je savais alors ce que je devais accomplir, atteindre le noyau générateur et inverser la polarité du champ matrice, avant que l'onde de repli ne vaporise nos consciences en transit. C'était le seul moyen de sauver les lignes de pensée déjà capturées. Mon objectif, brutal et clair, se dessinait au rythme de mes pulsations, abattre le chaos en synchronisant mon propre rythme cardiaque avec celui du réseau. Il fallait que je fasse coïncider nos battements. Je me mis à courir dans le corridor principal, chaque pas résonnant comme un coup dans la chair métallique du front. Le sol palpitait sous moi, répondant à mon cœur par un écho sourd. À chaque battement, la texture de l'air changeait, se chargeant d'énergie, de promesses de fusion. Train m'attendait sans doute déjà au cœur de la salle des convertisseurs, gardien des protocoles de survie. Mon souffle, saccadé, devenait la seule mesure la vibration s'échangeait en voix. Plus de souffle, plus de métal entre elle et moi, seulement cette onde qui battait à l'unisson de mon cœur. Train, disait-elle, étirant mon nom comme un fil d'argent. Elle ne mentait pas, dans le cœur disloqué du Hanran, au milieu des plaques de blindage tordues et des conduits fracturés, sommeillait le noyau que tous cherchaient sans le comprendre. Il avait fusionné avec les systèmes biotechnologiques du vaisseau, emprisonnant à la fois l'intelligence du météore et les derniers vestiges de notre architecture neurale. Si quelqu'un pouvait y pénétrer sans qu'il se referme sur lui-même, c'était moi, non parce que j'étais la plus compétente, mais parce que j'avais déjà laissé sa trace me parcourir. Je n'ai pas réfléchi. Les rails magnétiques sous mes pieds vibraient encore des dernières secousses causées par une onde d'impulsion extérieure. J'ai traversé le couloir principal, celui où les murs respiraient comme s'ils possédaient des poumons. La lumière bleue des diodes, filtrée par la brume, dessinait des ombres mouvantes autour de moi. À chaque pas, le métal palpait ma présence, ajustant sa texture, sa densité, comme si le Hanran se souvenait de mes gestes. Le commandant Selkor aurait tenté de tout verrouiller, d'interrompre la séquence de liaison, s'il savait que j'étais encore vivante. Mais les transmissions longues étaient désormais déformées par l'interférence du noyau alien. Peut-être m'entendait-il, quelque part, dans ce brouillard vectoriel, et l'écoutant se répéter à l'infini dans un chœur d'écho. Je longeais une tranchée ouverte dans le sol du module de propulsion. La gravité fluctuait, me projetant parfois dans les airs avant de me rejeter brutalement au sol. J'ai aperçu, entre deux éclats de lumière, la silhouette figée du docteur Revel. Ses membres étaient partiellement recouverts d'une membrane translucide, qui pulsait doucement comme la peau d'un organisme endormi. Son visage, pourtant, demeurait humain, apaisé, presque lucide. Je ne sus si elle me vit ou si c'était le noyau qui me la montrait. Une phrase se grava alors dans ma tête, sans voix, sans tambour, ne lutte pas contre le vecteur, devient sa direction. Je compris que le météore n'était pas qu'un virus ou un agent de transformation, mais un système de communication à travers les espèces. Les mutations observées n'étaient pas des erreurs, c'était un langage, un protocole biologique en expansion. Tout ce qu'il voulait, c'était relier nos mémoires à la sienne. Je me suis hissé jusqu'au dôme supérieur, là où les circuits principaux du Hanran s'incurvaient autour du réacteur de stase. C'était là que le noyau avait construit son dernier refuge, une sphère presque parfaite, mi-organique, mi-cristalline, suspendue au-dessus de l'abîme ventral du vaisseau. Les restes des blindages formaient autour un cercle de métal noirci, de minces câbles, pareils à des nerfs, s'étendaient d'elles vers les consoles détruites. J'ai posé ma paume sur la surface. Une foule de souvenirs s'est engouffrée dans ma tête, images de nébuleuses, battements accélérés, paysages d'un monde que je ne connaissais pas. Chaque fragment de sa conscience cherchait un ancrage en moi, et je sentis les limites de mon propre corps s'assouplir. Train, répéta la voix, non plus celle du commandant, mais la mienne, inversée, enroulée sur elle-même. L'onde transforma la sphère en miroir mouvant, je vis mon reflet scintiller puis se diviser. Je me concentrai sur la séquence que j'avais apprise avant la chute des Orphea 9, le protocole de purge vectorielle. Le code dormait encore dans mes implants cervicaux, un vestige de la recherche humaine avant que tout ne se délite. Je pouvais couper la connexion entre ce noyau et les systèmes rémanents du front, mais cela signifiait ouvrir une brèche dans ma propre trame neuronale. J'ai accepté ce risque. À travers la brume, des voix chuchotaient Revel, Selkor, d'autres, disparus depuis les premières phases de contamination. Ils me parlaient comme si chacun d'entre eux existait encore dans cette vibration unique. Je leur ai répondu sans mots,
par une impulsion électrique, une pensée pure. L'espace autour vibra, se contracta. Le sol du dôme se fissura sous la poussée d'énergie. Un courant thermique violent se propagea, soulevant la poussière métallique et les lambeaux de câbles. Le rang entier trembla, comme si ses structures internes tentaient d'échapper à la reconfiguration. Je perçus la voix du commandant Selkor percer le tumulte. « Train, stoppe la procédure. Tu ne sais pas ce qui va émerger. » Mais je ne pouvais plus l'écouter, nos distances n'étaient plus physiques. Les faisceaux lumineux se regroupèrent autour de moi, tissant un cocon d'énergie. L'équipe hurlait sur les canaux internes, Selkor exigeait l'arrêt, tandis que Mira plaidait pour continuer, convaincu que la matrice avait enfin trouvé le vecteur de translation qu'on cherchait depuis des cycles. Entre deux spasmes d'énergie, j'ai tranché, on verrouille les conduits. Pas d'évacuation, on reste sur le front offensif vectoriel. Le choix était suicidaire, mais une infime lueur dans le flot indiquait quelque chose de neuf, un schéma fractal d'origine inconnue. Sa structure magnétique répondait à nos séquences neuronales, comme si une conscience étrangère s'y nichait. Ce fut alors qu'ils apparurent à travers le brouillard d'ion, les silhouettes noires de la Fondation Core, nos anciens mentors devenus rivaux, cherchant à récupérer la découverte pour leur propre dessein. « Rendez le noyau, train », lança l'un d'eux. Le